Bienvenue à tous dans les archives de mon investigation. Aujourd'hui, nous ouvrons le dossier numéro 2, le piège de la raison. À cette étape de mon histoire, le décor est trompeur. On ne parle pas encore de cris ou de larmes, mais de quelque chose de bien plus insidieux, le silence de la logique. C'est le moment où j'ai commencé à construire une espèce de forteresse d'arguments pour justifier l'injustifiable. Dans cet audio, je vous livre les pièces à conviction de ma propre aliénation. Vous allez entendre comment j'ai utilisé ma propre intelligence pour me convaincre de rester, comment j'ai négocié avec mes doutes et comment la raison est devenue l'arme la plus efficace de mon propre enfermement. Écoutez bien, car c'est ici, dans les calculs froids de l'esprit, que le piège se referme le plus sûrement. Voici l'autopsie d'un consentement fabriqué. Je me suis enfuie. J'ai claqué la porte de ce que je considérais pourtant comme mon jardin d'Éden. Ce lieu d'insouciance et de lumière qui avait fini par me brûler les yeux à force de briller trop fort. Pour échapper à l'inconséquence et au vide qui me guettait, j'ai cherché la terre ferme à tout prix, faisant le choix que le jury de la raison commande, le plus opportun, le plus rassurant. Je me suis jetée dans les bras d'une vie stable aux côtés de ce nouveau visage. À cet instant, il n'était pas un suspect, il était mon sauveur, le rempart contre l'orage que je venais de quitter, mais une promesse de calme après des décennies de séisme. Pourtant, l'air restait chargé d'une odeur de tempête. On n'efface pas les fondations sur lesquelles on a appris à marcher. Mon enfance n'était certes pas un cauchemar continu, mais un climat changeant, imprévisible, où le soleil et la foudre se partageaient le même ciel. Le danger pouvait venir de n'importe où, sous forme de coups de spatule, si je tardais trop à me lever, ou s'exprimer par l'enfermement dans ma chambre parce que le ménage était bien plus sacré que ma présence. J'ai appris à lire l'humeur sur un visage avant même de savoir lire l'alphabet, devenant une experte en micro-expression pour anticiper les coups. Mais ce qui rendait ce laboratoire de la peur si opaque, c'est qu'entre deux orages, il y avait tout de même de la tension en guise d'affection, une chaleur qui brouillait totalement les pistes. Ma mère était cette figure paradoxale, celle qui montait courageusement au créneau face à un professeur injuste, me faisant sentir que j'avais une alliée contre le monde entier. Quand j'étais malade, elle se transformait en garde-malade dévouée. J'en garde encore le souvenir des bouillies réconfortantes, des compotes de pommes tièdes ou encore du coca éventé pour soigner les gastro. Tous ces rituels de soins étaient si puissants qu'ils agissaient comme un écran de fumée, reléguant la violence au second plan. Je ne savais pas que j'étais maltraitée. Je pensais simplement que c'était le prix à payer pour ces instants de grâce, que c'était ainsi que l'on s'aimait, dans un mélange de sang et de sucre. L'humiliation la plus brute, celle de ma sœur, exhibée nue dans le couloir pour une litière oubliée, ou encore cet enfant qu'elle gardait, forcé de boire son propre vomi, ou de sortir avec sa culotte souillée. Tout ça cohabitait avec ses souvenirs alimentaires sacrés. Mon corps a intégré une règle d'or. Le monde est un endroit où la main qui vous caresse est la même qui peut vous briser sans même prévenir. On ne vit pas, on guette la météo émotionnelle de ceux que l'on aime. Et à mes 8 ans, le relais a été passé. La violence physique a laissé place à un vide vertigineux. Mon père, lui aussi meurtri par ses propres démons et le fracas des épreuves, tentait de panser nos plaies à sa manière, avec une espèce de maladresse qui se voulait protectrice. Pour combler l'absence béante de notre mère, il nous avait même offert un chaton à chacun. Mais ce même homme s'est perdu dans des croyances ésotériques et spirituelles, une sorte de justice occulte où ma propre parole n'avait aucune valeur face à ses interprétations mystiques. Il s'était lancé dans une recherche perpétuelle de reconnaissance extérieure, une quête de validation qui lui faisait oublier même ses responsabilités de base. Sous notre toit, le pain et la sécurité passaient bien après son besoin d'exister dans le regard de parfaits étrangers qui semblaient avoir plus de valeur à ses yeux que nous, tout simplement parce qu'il le nourrissait de cette reconnaissance immédiate qu'il ne trouvait pas auprès des siens. Ma voix s'est éteinte définitivement le soir où cette quête de prestige masculin a pris le pas sur son rôle de père. Ce soir-là, c'est l'intimité d'une enfant de 6 ans, la mienne, qui a été jetée en pâture. Se réveiller et voir cet homme, ce meilleur ami que mon père vénérait, remonter son slip au pied de mon lit n'était pas seulement une scène d'effroi, c'était l'effondrement de mon univers. En choisissant de croire le prédateur plutôt que les cris de ma mère, mon père a acté mon impunité,
À 6 ans, j'ai compris que mon corps ne m'appartenait plus et que ma souffrance était une monnaie d'échange négligeable face à l'ego d'un homme. En tranchant par un «s'il t'a dit que ça s'est passé comme ça s'est passé comme ça», tout en giflant ma mère, il m'enseignait que ma vérité ne pesait pas bien lourd face à sa loyauté envers ses semblables. L'horreur a trouvé son apogée dans une trahison que personne n'aurait osé écrire. Ma mère a fini par quitter mon père pour convoler avec ce même prédateur. Elle est partie construire une vie avec l'homme qui avait commis l'innommable sous notre toit, laissant derrière elle un goût de cendre. Pour l'enfant que j'étais, le message était gravé au fer rouge. L'amour est indissociable de l'abus, et la trahison est le langage de ceux qui devraient te protéger. Mes propres parents venaient de m'expliquer que l'abus était autorisé, voire récompensé. Mon père se retrouve seul, avec ses sermons de plusieurs heures, ses boucles de mots qui ne pensaient à rien. Et pendant ce temps, je cherchais à détruire par le feu ce que je croyais être malsain en moi. Mon automutilation n'était pas un cri, c'était un rituel. Je brûlais ma propre chair pour tenter de purifier cette souillure dont on m'avait fait croire que j'étais responsable. C'était ma réponse désespérée au mal-être d'une adolescente qui portait sur ses épaules le poids des fautes de ses parents. Et lui, il balayait ses marques comme de simples manies pour attirer l'attention, incapable de voir que je mettais le feu à ma propre vie pour essayer d'y voir clair. Alors je ne fais le procès de personne. Ils étaient eux-mêmes les héritiers de leurs propres déchirures, mais le mal était là, incrusté sous la peau. C'est dans cet épuisement total, dans cette confusion toxique entre l'amour, le soin et la douleur, que j'ai aperçu ce second visage. Il avait l'air si rationnel, si solide, si loin de ce chaos de flammes et de pendules. Face à une telle abjection, n'importe quelle normalité ressemblait à un miracle. J'ai cru que son aura protectrice éteindrait mon incendie, sans savoir qu'il ne ferait que le recouvrir d'une chape de plomb.